Qu'est-ce qui peut bien pousser un pêcheur sénégalais qui a hérité d'une tradition vieille de plusieurs siècles à tout risquer sur une pirogue de fortune pour rejoindre l'Europe? On va voir comment des filets de plus en plus vides sont directement liés à l'une des routes migratoires les plus mortelles du monde. Pour vraiment comprendre l'ampleur du drame, il faut commencer par écouter. Écouter la voix de quelqu'un qui a survécu à ce voyage. Un voyage que beaucoup de ses compagnons, qui partageaient pourtant le même rêve, n'ont jamais pu terminer. Alors, de quelle traversée parle-t-on? C'est la route de l'Atlantique, vers les îles Canaries. C'est tout simplement la plus dangereuse au monde. La vraie question, c'est pourquoi des communautés entières de marins, des gens qui connaissent la mer par cœur, décident de s'y aventurer. Plus de 3000. C'est un chiffre qui donne le vertige. C'est le nombre de vies qui ont été perdues rien qu'en 2023 sur cette seule et unique route. Et il faut bien se rappeler que derrière chaque numéro, il y a une famille, une communauté, une histoire qui s'est brutalement arrêtée en mer. Notre analyse commence ici, sur la presqu'île du Cap-Vert, au Sénégal. C'est le cœur battant de la pêche artisanale du pays, et c'est de ces mêmes côtes que partent aujourd'hui de nombreuses pirogues, non pas pour aller pêcher, mais pour fuir. On en arrive donc à la question centrale, une question aussi simple que terrible. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on quitte une vie, une culture qui s'est construite autour de la mer depuis des générations? Qu'est-ce qui a bien pu briser un lien si profond et si ancien? Pour comprendre l'ampleur de ce qui est perdu, il faut d'abord saisir la richesse de ce qui est en train de disparaître. Cette tradition de la pêche, c'est un savoir-faire, c'est une culture. Et attention, on ne parle pas d'une petite industrie qui vient d'apparaître, C'est une tradition qui remonte au moins au XVe siècle. Il suffit de regarder l'évolution, des premières pirogues décrites par les navigateurs européens, à l'ajout de voiles au XVIIe siècle pour faire du commerce, jusqu'à l'invention de glacières embarquées en 1976 pour aller pêcher plus loin, plus longtemps. C'est une histoire faite d'adaptation et d'innovation permanente. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un travail, c'est une culture, une véritable structure sociale. Les hommes partent en mer et à terre, ce sont les femmes qui gèrent tout le reste. La transformation du poisson, le fumage, le séchage, la vente. C'est un écosystème complet, social et économique, qui dépend de chaque poisson ramené au port. Sauf que cet écosystème ancestral, cet équilibre, va être percuté de plein fouet par une nouvelle force. Une force beaucoup plus grande et surtout beaucoup plus destructrice. L'arrivée de la pêche industrielle. Et voilà les deux mondes qui s'affrontent aujourd'hui dans les mêmes eaux. D'un côté, on a la pirogue artisanale. Elle appartient aux locaux, elle utilise un savoir-faire transmis de génération en génération et elle nourrit les communautés. Et de l'autre, le chalutier industriel. Souvent étranger, il racle les fonds marins, il pêche pour l'exportation et il met en danger la ressource même dont tout le monde dépend. Face à cette situation, dans la bouche des pêcheurs locaux, il y a un mot qui revient tout le temps. Le vol. Cette citation, elle résume parfaitement ce sentiment d'injustice et d'impuissance. La conséquence directe de cet assaut industriel, elle est simple et brutale. Les filets se vident. Et quand les filets sont vides, il ne reste que le désespoir. Le lien de cause à effet est direct, presque chirurgical. Comme le dit ce pêcheur, le gouvernement a décidé de vendre la mer, alors nous, on a décidé de partir par la mer. C'est aussi simple et terrible que ça. La réalité économique est devenue complètement absurde. Imaginez un peu, vous partez en mer pendant des jours et au retour, vous n'avez même pas gagné assez pour rembourser le carburant. La pêche ne fait tout simplement plus vivre. Et ce qui est le plus frappant, c'est la vitesse à laquelle tout ça s'est dégradé. Ce pêcheur parle d'une mer qui était abondante il y a à peine une dizaine d'années. La situation s'est effondrée à une vitesse folle. Et c'est sans doute ça, la phrase qui résume tout. La migration, ce n'est pas un choix motivé par un rêve d'Europe, mais par l'impossibilité de survivre chez soi. Ce n'est pas un choix, c'est un dernier recours. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que si certains sont forcés de partir, d'autres, eux, sont piégés. Ils sont confrontés à une immobilité forcée, ce qui est une autre facette de la tragédie. C'est ce que les chercheurs appellent les personnes piégées. Ce sont celles qui subissent la crise de plein fouet, qui n'ont plus de quoi vivre, mais qui n'ont ni les moyens, ni la capacité de partir. Elles restent sur place, tout aussi vulnérables, mais souvent invisibles. Et à la crise de la pêche s'ajoute une autre pression, qu'on voit très bien sur cette carte, l'urbanisation galopante. Les villes comme Pikine, près de Dakar, s'étendent et grignotent le littoral, ce qui réduit encore l'espace vital des communautés de pêcheurs. Ça ajoute une raison de plus de se sentir pris au piège. Entre la surpêche, la migration forcée et les populations piégées, on sent bien que toute la côte sénégalaise est à un point de rupture. La question, c'est de savoir de quel côté ça va basculer, vers un effondrement total ou vers un possible renouveau. Alors, on fait quoi? Il y a des solutions qui sont proposées, bien sûr, mais elles demandent du courage politique. Il s'agit de mettre en place une gouvernance plus solide, de rendre les licences de pêche transparentes pour qu'on sache qui pêche quoi. Il faut aussi supprimer les arrangements opaques qui favorisent les chalutiers étrangers. Et surtout, il faut aider ceux qui sont piégés sur place à être plus résilients.
D'un côté, il y a l'image d'un futur avec une mer vide, sans poissons. De l'autre, celle d'une tradition qui pourrait renaître. C'est l'avenir de milliers de vies tout le long de la côte sénégalaise qui se joue entre ces deux scénarios. Au final, toute cette histoire qui a commencé avec les filets d'un pêcheur sénégalais nous ramène à une question fondamentale, une question universelle. À qui appartient vraiment la mer ?